La première fois que Julien a balayé mon opinion commerciale, j'avais 19 ans et il en avait 27. Nous étions au dîner de départ à la retraite de mon père, et Julien venait de conclure son premier contrat important pour sa jeune entreprise de logistique, Logistique Vitesse. Il a passé 40 minutes à expliquer son modèle économique à la table pendant que je mangeais mon saumon en silence. « Qu'en penses-tu, Élodie » m'avait demandé mon père, probablement par politesse. La structure de prix semble serrée, avais-je répondu prudemment. Mais tu devrais peut-être envisager de constituer des réserves de trésorerie avant d'agrandir la flotte, au cas où les coûts du carburant grimperaient haut. Julien avait ri, me coupant la parole. Contente-toi de tes cours à l'université, Hello. Les affaires sont un peu plus complexes que l'introduction à l'économie. Tout le monde avait ri. J'étais retourné à mon saumon. C'était il y a 14 ans. J'avais maintenant 33 ans, Julien en avait 41. Et le schéma n'avait pas changé. Il avait transformé Logistique Vitesse, passant d'une exploitation de 3 camions à ce qu'il prétendait être un empire de 368 millions d'euros. Il avait 340 employés, des opérations dans 12 régions, et un bureau d'angle avec une vue qu'il ne manquait jamais de mentionner. Je dirigeais un petit cabinet de conseil financier dans un bureau modeste du centre-ville de Lyon, travaillant avec des entreprises de taille moyenne sur la stratégie de croissance et la gestion du capital. J'avais 6 employés, des bénéfices acceptables, et un modèle économique que Julien trouvait infiniment amusant. Toujours dans le conseil, demandait-il lors des réunions de famille, de la même manière que l'on demanderait à un enfant s'il jouait encore avec des poupées. Ce que Julien ne savait pas, ce que personne dans ma famille ne savait, c'était que j'avais gagné mes 9 premiers millions d'euros à l'âge de 25 ans grâce à une série d'investissements technologiques visionnaires. À 30 ans, j'avais transformé cela en 313 millions d'euros grâce à une gestion rigoureuse de portefeuille. Des investissements providentiels stratégiques et une position particulièrement lucrative au début dans une entreprise d'infrastructure en nuage qui était entrée en bourse avec une valorisation de 11 milliards d'euros. Je vivais modestement, travaillais tranquillement et ne discutais jamais de ma situation financière réelle. Mon cabinet de conseil était réel mais modeste, servant davantage de couverture professionnelle que de source de revenus principale. Mon travail réel consistait à gérer mon portefeuille substantiel et à agir en tant qu'associé silencieuse dans plusieurs entreprises à forte croissance, y compris celle de mon frère. Il y a 8 ans, Logistique Vitesse avait atteint un point critique. Julien s'était développé de manière agressive, dépassant ses lignes de crédit et son capital d'exploitation. Il avait besoin de 165 millions d'euros pour éviter l'effondrement, pour couvrir sa dette d'expansion de la flotte, pour financer ses installations et pour maintenir les opérations pendant qu'il restructurait. Sa banque avait discrètement cherché des investisseurs privés. À travers un réseau complexe de sociétés à responsabilité limitée et de véhicules d'investissement que mes avocats avaient soigneusement structurés, j'étais devenu cet investisseur. Les conditions étaient généreuses, un rendement annuel de 12%, pas de siège au conseil d'administration, un anonymat complet et un rôle de conseil stratégique que Julien n'a jamais su qu'il provenait de son associé silencieuse par l'intermédiaire de son conseiller financier. Pendant 8 ans, je l'ai regardé bâtir son succès sur mon capital tout en m'entendant dire à chaque réunion de famille que je ne comprenais pas les vraies affaires. La réunion de famille avait lieu chez Julien, un vaste domaine à Écully qu'il avait acheté 3 ans plus tôt. Les 18 membres de la famille étaient réunis pour ce que Julien avait appelé une annonce importante. Nous étions assis dans son salon décoré par des professionnels, avec des apéritifs servis sur des tables en verre et le vin coulant à flot. Julien se tenait à l'avant comme un président-directeur général s'adressant à des actionnaires. « Je voulais que vous soyez tous ici pour partager une nouvelle incroyable », commença Julien, rayonnant. Logistique Vitesse a attiré l'intérêt d'acquisition de 3 grandes entreprises. Nous envisageons des valorisations entre 782 millions et 1,12 milliard d'euros. La salle explosa sous les applaudissements. Mon père rayonnait de fierté. Ma mère pleurait. La femme de Julien, Céline, enregistrait sur son téléphone. C'est l'aboutissement de 8 ans de vision stratégique, de croissance agressive et de prise de risque calculée, poursuivit Julien. Quand j'ai commencé cette entreprise il y a 13 ans avec 3 camions et un rêve, les gens doutaient. Mais j'ai compris quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. J'ai compris l'effet de levier. J'ai compris l'échelle. J'ai compris le timing. Je pris une gorgée de vin et ne dis rien. L'acquisition devrait être conclue d'ici 6 mois, dit Julien. Ce qui signifie que cette famille va connaître une richesse générationnelle. Ma seule participation vaut entre 552 millions et 690 millions d'euros.
Nous parlons de mettre à l'abri nos enfants, nos petits-enfants ou de créer un héritage. Plus d'applaudissements. Mon cousin Benoît leva son verre à Julien, le premier quasi-milliardaire de la famille. Tout le monde but, sauf moi. Je faisais des calculs dans ma tête. Si la participation de Julien valait entre 552 et 690 millions d'euros avec ses valorisations, et que je connaissais la structure réelle du capital de son entreprise, il surestimait considérablement sa position. Sa part valait peut-être 184 à 257 millions d'euros avant impôt, une fois prise en compte la charge de la dette et la position de l'associée silencieuse qui représentait 51% de la valeur réelle de l'entreprise. « Élodie, tu es bien silencieuse, dit Julien, tournant son attention vers moi avec ce sourire protecteur familier. Pas de félicitations pour ton grand frère ? Félicitations, dis-je calmement. Tu sais, tu devrais prendre des notes, continua-t-il, et plusieurs personnes ricanèrent. C'est à cela que ressemble la construction stratégique d'une entreprise. Pas de petits contrats de conseil, mais la construction d'un véritable empire. Comprendre les marchés de capitaux, comprendre l'échelle, comprendre. Je connais les marchés de capitaux, dis-je doucement. C'est ça, ton petit cabinet de conseil, dit Julien en souriant. Comment cela se passe-t-il ? Toujours dans ce petit bureau de banlieue. C'est en fait un immeuble du centre-ville, et oui, cela va très bien. Tu vois, c'est là la différence entre la pensée d'une petite entreprise et une véritable vision entrepreneuriale, dit Julien, s'adressant à l'assemblée. Maintenant, Élodie se débrouille bien. Elle gagne confortablement sa vie. Il n'y a rien de mal à cela. Mais quand on voit grand, quand on comprend comment mobiliser le capital, quand on sait comment. Julien, peut-être devrions-nous parler de ta structure de capital, l'interrompis-je. La salle devint silencieuse. Julien parut agacé. Quoi ? Ta structure de capital. Le ratio d'endettement, les positions des investisseurs, les participations réelles par rapport à celles revendiquées. Ces détails. Le sourire de Julien se figea. Je ne vais pas ennuyer tout le monde avec des détails techniques lors d'une célébration, Élodie. Parce que les chiffres que tu cites ne tiennent pas compte de ta charge de dette ou de la position de ton associée silencieuse, continuai-je calmement. Si tu prétends avoir entre 552 et 690 millions d'euros de capitaux propres personnels à ces valorisations, soit tu surestimes ton pourcentage de propriété, soit tu ne tiens pas compte de tes obligations en suspens. La salle était maintenant très silencieuse. Le visage de Julien avait rougi. Contente-toi de tes petits projets annexes, dit Julien, la voix serrée par une colère à peine contenue. Les vraies affaires te dépassent. Il s'agit de finances d'entreprise sophistiquées, pas du genre de conseil de quartier que tu fais. Je comprends, dis-je en hochant la tête. Non, manifestement, tu ne comprends pas, poursuivit Julien, montrant sa frustration. Tu n'as jamais rien construit d'important. Tu n'as jamais géré de capitaux sérieux. Tu n'as jamais. Élodie, je t'aime, mais tu te ridiculises en essayant de me donner des leçons sur ma propre entreprise. Ce sont des discussions d'acquisition avec des entreprises du classement Fortune 500. C'est la cour des grands. Mon père intervint. Julien a raison, ma chérie. C'est un domaine assez spécialisé. Contentons-nous de célébrer le succès de ton frère. Je souris poliment et retournai à mon vin. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message de Thierry Lefebvre, le conseiller financier de Julien, qui servait d'intermédiaire entre moi et Logistique Vitesse depuis 8 ans, je dois vous parler de toute urgence. Julien fait des déclarations sur la valorisation qui suggèrent qu'il ne comprend pas pleinement la structure du capital. Dois-je clarifier ? Je m'excusai pour aller aux toilettes et rappeler Thierry. Une valorisation totale de l'entreprise entre 782 millions et 1,12 milliard d'euros, avec ses capitaux propres personnels valant entre 552 et 690 millions d'euros. Thierry resta silencieux un moment. Mademoiselle Lefebvre, vous connaissez la structure réelle. Vous détenez 51% à travers le réseau de sociétés à responsabilité limitée. À ces valorisations, votre position vaudrait entre 398 et 516 millions d'euros. Les capitaux propres de Julien, en tenant compte de la dette, vaudraient entre 165 et 220 millions d'euros avant impôt. Il surestime considérablement sa propriété ou ne tient pas compte de la position de l'associée silencieuse. Il ne connaît pas l'existence de l'associée silencieuse, dis-je. Vous avez maintenu le protocole d'anonymat ?
Absolument. Toutes les communications passent par moi en tant que conseiller financier. Il pense que l'associé silencieux est un consortium d'investisseurs institutionnels. Mais mademoiselle Lefebvre, ces discussions d'acquisition sont réelles. J'ai vu les feuilles de conditions préliminaires. Si elles progressent, la structure du capital deviendra publique. Julien découvrira que sa sœur possède 51% de son entreprise. Quand? Pendant l'audit préalable. Probablement dans les 60 jours. Si les discussions avancent, l'entreprise acquéreuse exigera la divulgation complète de toutes les positions de propriété. Je vois. Puis-je vous parler franchement, Thierry? Je vous en prie. J'ai travaillé avec vous pendant 8 ans pour gérer cet investissement. Je vous ai vu fournir la base de capital pour Logistique Vitesse pendant que votre frère s'attribuait le mérite de l'avoir construite seul. J'ai facilité vos conseils stratégiques par des canaux anonymes tout en le regardant balayer votre perspicacité commerciale lors des réunions de famille. Et maintenant, il est sur le point de découvrir que sa sœur cadette, qu'il considère comme financièrement naïve, est son actionnaire majoritaire depuis 2016. Ma question est la suivante, êtes-vous prête pour cette révélation? Parce que cela va être explosif. Je suis prête, dis-je. En fait, Thierry, je pense qu'il est temps d'accélérer le calendrier. Je souhaite exercer mes droits de retrait en vertu de l'accord de partenariat. Silence. Puis, mademoiselle Lefebvre, cela déclencherait un événement de liquidation forcée. Julien aurait 90 jours pour racheter votre position à la valeur marchande ou accepter la vente de l'entreprise. Étant donné ses capitaux propres réels et sa charge de dette, il ne peut pas se permettre de vous racheter. Cela obligerait les discussions d'acquisition à s'accélérer ou l'obligerait à trouver d'autres investisseurs à des conditions bien pires. J'en comprends les implications. Puis-je demander ce qui a précipité cette décision? Je suis fatigué d'être invisible tout en fournissant les fondations de l'ego de quelqu'un d'autre, Thierry. 8 ans de contente-toi de tes petits projets pendant que je construisais son empire avec mon capital. J'ai fini. Quand voulez-vous que je lance le processus de retrait? Ce soir. Déposez l'avis formel auprès du conseiller juridique de l'entreprise. Je veux que Julien le reçoive dès lundi matin. Mademoiselle Lefebvre, cela va détruire votre relation avec votre frère. Thierry, je ne pense pas que nous ayons eu une véritable relation. Nous avons eu une dynamique où il me méprise tout en dépendant de moi sans le savoir. Ce n'est pas une relation qui mérite d'être préservée. Entendu. Je vais commencer les formalités immédiatement. Vous devez savoir qu'en vertu de l'accord de partenariat, Julien aura 7 jours pour répondre une fois qu'il aura reçu l'avis. Pendant cette période, il peut demander une réunion avec l'associé silencieux. Voulez-vous maintenir l'anonymat pendant ce processus? Non. Quand il demandera la réunion, dites-lui la vérité. Dites-lui qui est son associé silencieuse depuis 8 ans. J'ai fini de me cacher. Je raccrochai et retournai à la fête. Julien tenait la cour, décrivant sa stratégie commerciale à un public fasciné. Je m'assis tranquillement dans un coin, terminant mon vin. La fête continua pendant encore 3 heures. J'étais parti sans dire grand-chose, à part des adieux polis. Julien était trop occupé à célébrer pour s'en apercevoir. Au cours du week-end, mes avocats finalisèrent la documentation de retrait. Le lundi matin à 9h47, le conseiller juridique de Julien reçut l'avis formel. L'associée silencieuse, qui possédait 51% de Logistique Vitesse, exerçait ses droits de retrait en vertu de l'accord de partenariat de 2016. Julien avait 7 jours pour répondre soit par une offre de rachat à la valeur marchande, 398 à 516 millions d'euros sur la base de l'intérêt d'acquisition actuel. Soit par un accord pour accélérer la vente de l'entreprise avec les produits distribués selon les pourcentages de propriété, soit par un financement alternatif pour remplacer la position de l'associée silencieuse. Julien m'appela à 10h23. Je ne répondis pas. Il rappela à 10h31, 10h45, 11h02 et 11h28. Je mis mon téléphone sous silence et continuai ma routine du lundi matin, café, révision de mes courriels et analyse de portefeuille. À 14h15, Thierry appela. Mademoiselle Lefebvre, Julien sait. Son avocat lui a expliqué la structure de partenariat, les pourcentages de propriété et les droits de retrait. Il demande une réunion d'urgence avec l'associé silencieux. Il ne sait pas encore que c'est vous, mais il sait que quelqu'un possède 51% de son entreprise et se retire.
Il ne gère pas très bien la situation. Dis-lui que la réunion peut avoir lieu mercredi à mon bureau. 10 heures. Dois-je lui dire qui il va rencontrer? Non. Que ce soit une surprise. Le mardi fut calme. Mon téléphone affichait 47 appels manqués de Julien. Les messages textes allaient de la confusion. Qui est l'associé silencieux? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que quelqu'un possédait la moitié de mon entreprise? À la colère, c'est du sabotage d'entreprise. Mes avocats vont contester cela. Au désespoir, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de ton aide pour comprendre cela. Je répondis une fois à 21 heures, je te verrai mercredi à 10 heures à mon bureau. L'associé silencieux sera là. Mercredi matin, j'arrivai à mon bureau à 8h30. Mon assistante, Sophie, avait libéré mon emploi du temps. Thierry arriva à 9h45 avec sa mallette pleine de documents. À 9h58, la Mercedes de Julien se gara sur le parking. Il entra dans mon immeuble de bureau avec son avocat, un avocat d'affaires nommé Maître David Bernard, que je reconnaissais pour avoir eu des affaires avec lui précédemment. Il semblait perplexe de se retrouver dans mon petit cabinet de conseil. Sophie les dirigea vers notre salle de conférence. J'attendis qu'il soit exactement 10 heures, puis j'entrai avec Thierry. Le visage de Julien passa par plusieurs expressions en succession rapide, confusion, reconnaissance, plus de confusion, puis une horreur naissante. « Élodie, que fais-tu ici? Où est l'associé silencieux ?» Je m'assis en face de lui. « Bonjour, Julien. Je suis l'associée silencieuse. » Il me fixa. « Ce n'est pas drôle. » Je ne plaisante pas, je fis glisser un dossier sur la table. Voici les documents de l'entreprise datant de 2016 montrant le réseau de sociétés à responsabilité limitée qui possède 51% de Logistique Vitesse. La trace mène à moi. Thierry sert d'intermédiaire depuis 8 ans selon les protocoles d'anonymat de l'accord de partenariat. L'avocat de Julien, Maître Bernard, examinait déjà les documents. Son visage confirma tout. « C'est impossible, dit Julien. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu diriges un petit cabinet de conseil. J'ai bâti un portefeuille de 313 millions d'euros au cours des 15 dernières années grâce à des investissements stratégiques, dis-je calmement. J'ai été un investisseur providentiel actif dans 17 entreprises. J'ai agi en tant qu'associé silencieuse dans 9 projets. Logistique Vitesse était mon plus gros investissement individuel, s'élevant à 165 millions d'euros en 2016, au moment où tu faisais face à la faillite. Mais je n'ai jamais. La banque a dit que c'était des investisseurs institutionnels, un consortium. La banque a dit ce que je lui ai dit de dire par l'intermédiaire de Thierry. J'ai structuré un anonymat complet. Tu as opéré sous l'impression que tu possédais 85% de ton entreprise. En réalité, tu en possèdes 38% après avoir pris en compte la conversion de la dette. J'en possède 51%. Les 11% restants sont détenus par tes premiers employés via le plan de rémunération en actions. Julien avait l'air physiquement malade. 8 ans. Tu as possédé la moitié de mon entreprise pendant 8 ans sans jamais rien dire. Pourquoi? Sa voix était à peine un murmure. Parce qu'il y a 8 ans, tu étais mon frère et tu avais besoin d'aide. J'avais le capital. Je croyais en ta vision même si je pensais que ton exécution avait besoin d'être retravaillée. J'ai donc structuré un investissement qui te sauverait sans t'embarrasser en révélant que ta petite sœur était ta sauveuse financière. Et maintenant, tu détruis tout. Tu te retires et tu forces une liquidation. J'exerce mes droits en vertu d'un accord de partenariat légal. Tu as 3 options, racheter ma position à sa valeur marchande, accepter d'accélérer les discussions d'acquisition avec les produits distribués selon les pourcentages de propriété, ou trouver un financement alternatif. Maître Bernard, l'avocat, prit la parole. Monsieur, compte tenu de votre position réelle en capitaux propres et de votre charge de dette, la première option n'est pas financièrement viable. Vous ne pouvez pas réunir entre 398 et 516 millions d'euros pour racheter la part de votre sœur. La troisième option est tout aussi problématique, aucun investisseur institutionnel ne fournira ce capital à des conditions que vous pouvez vous permettre dans un délai de 90 jours. Ce qui nous laisse la deuxième option. L'acquisition, dit Julien platement. L'acquisition, confirmai-je. Qui se poursuit avec nous deux en tant que partenaires égaux dans les négociations. Tu possèdes 38%, je possède 51%.
Aux valorisations que tu as annoncées à ta fête, 782 millions à 1,12 milliard d'euros, ta position nette serait d'environ 165 à 220 millions d'euros avant impôt. Ma position serait de 398 à 516 millions d'euros. Les chiffres l'écrasaient manifestement. Tu vas gagner plus de 2 fois ce que je gagne avec l'entreprise que j'ai construite. Avec l'entreprise que nous avons construite, Julien. Tu as fourni la vision et les opérations, j'ai fourni 51% du capital qui a rendu cette vision possible. C'est un partenariat, même si tu ne le savais pas jusqu'à maintenant. Alors, que se passe-t-il? Nous vendons simplement l'entreprise et tout le monde découvre que ma petite sœur possède plus de logistique vitesse que moi. Pendant l'audit préalable, oui. L'entreprise acquéreuse découvrira la structure de propriété complète. Tes amis, tes collègues, tes employés, ils apprendront tout ce que tu as opéré avec une associée majoritaire dont tu ne connaissais même pas l'existence. Julien posa sa tête dans ses mains. Son avocat semblait mal à l'aise. Pourquoi maintenant, demanda finalement Julien. Si tu as accepté de rester silencieuse pendant 8 ans, pourquoi te révéler maintenant? Pourquoi faire exploser les discussions d'acquisition? Je ne les fais pas exploser, j'y participe de manière transparente. Quant à savoir pourquoi maintenant samedi, tu m'as dit de me contenter de mes petits projets annexes. Tu as dit que les vraies affaires me dépassaient. Tu as dit des versions de cela pendant 14 ans. J'en ai assez, Julien. J'en ai assez d'être méprisé tout en fournissant les bases de ton succès. J'en ai assez que tu t'attribues seul le mérite d'avoir construit quelque chose qui n'existerait pas sans mon capital. Alors, c'est une vengeance? Tu m'humilies parce que j'ai blessé tes sentiments? J'impose la réalité juridique de notre relation commerciale parce que j'ai fini de prétendre que ta perception correspond à la réalité. Tu ne possèdes pas logistique vitesse, Julien. Nous la possédons. Et il est temps que tu le reconnaisses. Thierry prit la parole doucement. Monsieur, pour ce que cela vaut, votre sœur a été une partenaire extraordinaire. Chaque décision stratégique majeure que vous avez prise au cours des 8 dernières années est l'automatisation de la flotte, le développement du logiciel logistique. La stratégie d'expansion régionale provenait de recommandations qu'elle me transmettait. Vous pensiez qu'elle venait de conseillers financiers ou de consultants. Elle venait d'Élodie. Julien parut frappé. Le projet d'automatisation. C'était ton idée? Oui. Tu m'as dit à l'anniversaire de papa il y a 3 ans que l'automatisation était une mode technologique pour les gens qui ne comprenaient pas l'industrie de la logistique. 2 mois plus tard, Thierry t'a suggéré d'explorer l'automatisation de la flotte. Tu as pensé que c'était son idée. Cela t'a permis d'économiser 20 millions d'euros par an. Le développement du logiciel? La même chose. Tu as dit à l'Action de grâce il y a 2 ans que les logiciels propriétaires étaient des frais généraux inutiles pour une entreprise de logistique. 1 mois plus tard, Thierry a recommandé le projet de développement. C'est maintenant ton avantage concurrentiel et un moteur majeur de tes valorisations d'acquisition. Julien secouait la tête lentement. Tout. Chaque décision stratégique qui a réellement fonctionné. Pas tout. Tu as pris de bonnes décisions opérationnelles. Tu es excellent pour les relations avec les clients et la gestion d'équipe. Mais l'allocation de capital, le positionnement stratégique, la stratégie de croissance c'était moi, canalisé par Thierry, pendant que tu me disais que je ne comprenais pas les affaires. Alors, que veux-tu? Des excuses? Une reconnaissance publique? Je veux de l'honnêteté dans notre relation commerciale à l'avenir. Les discussions d'acquisition se poursuivent avec nous deux à la table en tant que partenaires. Nous partageons les bénéfices selon nos pourcentages de propriété. Et tu arrêtes de dénigrer ma perspicacité commerciale, parce que je l'ai démontré pendant 8 ans pendant que tu ne faisais pas attention. Maître Bernard se racla la gorge. Monsieur, je recommanderais que nous acceptions les conditions de mademoiselle Lefebvre. L'accord de partenariat est inattaquable. Elle a le droit légal d'imposer cette situation. La combattre ne ferait que retarder et compliquer l'acquisition, tuant potentiellement l'accord entièrement. Votre meilleure voie à suivre est la coopération. Julien me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose entre le respect, l'humiliation et la colère. La famille va l'apprendre. Papa, maman, tout le monde. Ils vont tous savoir que ma petite sœur possède plus de mon entreprise que moi. Oui. Ils vont savoir que je me suis attribué le mérite d'un succès qui était partiellement le tien.
Oui. Je vais passer pour un idiot. Le brillant entrepreneur qui ne savait même pas qui était son associé majoritaire. Probablement. Il resta silencieux pendant un long moment. J'ai été odieux avec toi pendant 14 ans. Oui. Je suis désolé. Il leva les yeux, rencontrant les miens. Je suis sincèrement désolé, Élodie. J'aurais dû écouter. J'aurais dû respecter tes opinions. J'aurais dû. Il s'arrêta. Pendant tout ce temps, tu étais plus intelligente que moi, et j'étais trop arrogant pour le voir. Tu n'es pas stupide, Julien. Tout ce que tu as construit est précieux. Tu ne l'as simplement pas construit seul, et tu dois le reconnaître. D'accord. Il prit une grande inspiration. Nous poursuivons l'acquisition en tant que partenaire. Transparence totale. Tu as tes 51%, j'ai mes 38%. Nous partageons le mérite publiquement. Nous reconnaissons la réalité publiquement. Tu as construit les opérations, j'ai fourni le capital et la stratégie. Les deux étaient nécessaires. Ni l'un ni l'autre n'aurait réussi seul. Maître Bernard sortit un document. Je recommanderais que nous formalisions cet accord immédiatement. Mademoiselle Lefebvre retire son avis de liquidation sous réserve de la coopération de son frère dans le processus d'acquisition et de la reconnaissance publique de la structure de partenariat. Les deux parties s'engagent à des transactions transparentes avec l'entreprise acquéreuse. Nous avons passé les 2 heures suivantes à régler les détails. À 12h30, nous avions un accord signé. Les discussions d'acquisition se poursuivraient avec notre implication à tous les deux. La structure de propriété serait divulguée pendant l'audit préalable. Nous nous présenterions comme des partenaires d'affaires, pas seulement comme des frères et sœurs. Alors que Julien partait, il se retourna sur le pas de la porte. Ce projet d'automatisation qui a permis d'économiser 20 millions d'euros par an, comment savais-tu que cela fonctionnerait? Parce que j'avais investi dans 3 autres entreprises de logistique qui avaient mis en œuvre des systèmes similaires. J'avais vu les données. Je connaissais le retour sur investissement. Et le développement du logiciel? J'ai fait un investissement providentiel dans l'entreprise que nous avons finalement engagée pour le construire. Je connaissais leur capacité. Oui. Il secoua la tête lentement. J'ai vraiment été un idiot. Tu as été dédaigneux. Il y a une différence. Après leur départ, Thierry resta en arrière. Il est tentant qu'assimiler la situation. La colère viendra peut-être plus tard. Mais Thierry, pour ce que cela vaut, vous avez géré cela avec une grâce remarquable. Vous auriez pu l'humilier bien plus sévèrement. Je ne veux pas l'humilier, Thierry. Je veux qu'il me voie clairement. Il y a une différence. Les discussions d'acquisition se poursuivirent au cours des 90 jours suivants. Julien et moi avons assisté aux réunions ensemble et nous sommes présentés comme des partenaires d'affaires. L'entreprise acquéreuse, un conglomérat logistique du classement Fortune 500, a effectué un audit préalable approfondi. Lorsqu'ils ont découvert la structure de propriété et l'associée silencieuse qui possédait 51% depuis 8 ans, ils ont été fascinés plutôt qu'inquiets. Cela démontrait une gestion sophistiquée du capital et une patience stratégique. La valorisation finale s'éleva à 901 millions d'euros. Ma part de 51% valait 460 millions d'euros avant impôt. La part de 38% de Julien valait 342 millions d'euros avant impôt. Les 11% restants sont allés aux employés par le biais du plan d'action. Le communiqué de presse annonçant l'acquisition nous mentionnait tous les deux comme cofondateurs. Julien a donné des interviews où il a attribué le succès de l'entreprise à un partenariat stratégique avec des investisseurs avertis. Il n'a pas caché mon implication, mais il n'a pas non plus diffusé le lien familial initialement. La famille l'a appris de toute façon, bien sûr. Maman m'a appelé 2 semaines après l'annonce. Élodie, ma chérie, je viens de voir l'annonce de l'acquisition. Il est dit que tu possèdes 51% de Logistique Vitesse depuis 2016. Oui, maman. Mais comment as-tu? Où as-tu trouvé 165 millions d'euros? J'ai bâti un portefeuille sur 15 ans grâce à des investissements prudents. J'ai eu beaucoup plus de succès financier que je ne l'ai laissé entendre. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? M'auriez-vous cru? Julien pensait que mes conseils commerciaux ne valaient pas la peine d'être écoutés. Papa aussi. Je me suis dit que mon capital parlerait plus fort que mes mots. Elle resta silencieuse un moment.
Tu as gagné plus de l'acquisition que Julien. Je possédais plus de l'entreprise que Julien. C'est ainsi que fonctionnent les capitaux propres. Il a du mal à l'accepter. Son ego est blessé. Son ego avait besoin d'être bousculé, maman. Il m'a méprisé pendant 14 ans tout en dépendant de mon capital et de ma stratégie sans le savoir. Peut-être que c'est instructif. Tu aurais pu lui dire plus tôt. Tu n'étais pas obligé de laisser le choc être aussi brutal. J'ai fourni 8 ans de soutien anonyme à des rendements inférieurs à ceux du marché. Je n'ai rien demandé d'autre qu'une performance constante. Il a choisi de passer ces 8 années à me dire que je ne comprenais pas les vraies affaires. Le choc est une conséquence naturelle de ses propres suppositions. Tu es cruelle, Élodie. Je suis honnête, maman. Il y a une différence. La réaction de papa fut plus complexe. Il appela la semaine suivante et demanda à me voir pour un café. Je te dois des excuses, dit-il sans préambule. J'ai été fier du mauvais enfant pour les mauvaises raisons. Julien a construit quelque chose d'impressionnant, mais c'est toi qui l'as financé. Tu l'as rendu possible. Et nous t'avons tous traité comme si tu ne comprenais rien aux affaires alors que tu faisais preuve d'une sophistication qu'aucun de nous n'avait reconnue. Merci de dire cela, papa. Comment as-tu fait? Comment as-tu bâti une telle richesse sans qu'aucun de nous ne s'en aperçoive? J'ai vécu modestement, investi sagement et je n'ai pas crié mon succès sur les toits. Vous avez tous vu ce que vous vous attendiez à voir, la fille cadette avec son petit cabinet de conseil. Vous n'avez jamais regardé d'assez près pour voir ce que j'étais réellement et quelqu'un qui comprenait les marchés de capitaux mieux que quiconque dans cette famille. Quelqu'un qui avait les ressources pour sauver l'entreprise de son frère et l'humilité de le faire anonymement. Quelqu'un qui valorisait les résultats plus que la reconnaissance. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Jusqu'à ce que j'en ai assez d'être invisible tout en fournissant les fondations de la visibilité de quelqu'un d'autre. Oui. Il hocha la tête lentement. Julien me dit que tu aurais pu le détruire. Liquidation forcée, faire capoter l'acquisition, le laisser sans rien. Mais tu as fait en sorte qu'il s'en sorte tout de même avec 342 millions d'euros. Je n'ai jamais voulu le détruire, papa. Je voulais qu'il me voie. Il y a une différence. Il te voit maintenant. Nous te voyons tous. L'argent a été transféré en décembre. Après impôt, j'ai empoché environ 287 millions d'euros grâce à l'acquisition, portant mon portefeuille total à environ 600 millions d'euros. Julien a empoché environ 214 millions d'euros après impôt. C'est tout de même un résultat extraordinaire. Nous ne sommes pas proches maintenant. Nous sommes cordiaux lors des réunions de famille et professionnelles lorsque nous devons interagir. Il bâtit une nouvelle entreprise avec ses gains, une société de technologie logistique. Il ne m'a pas demandé d'investir. J'ai emménagé dans un appartement un peu plus beau, bien que toujours sans ostentation. J'explore de nouvelles opportunités d'investissement, agissant comme investisseur providentiel et partenaire stratégique pour des entreprises en phase de démarrage. Je le fais sous mon propre nom maintenant, ouvertement. Fini les protocoles d'anonymat. Parfois, je me demande si j'aurais dû m'y prendre différemment. Si j'aurais dû dire la vérité à Julien il y a des années, forcer la reconnaissance plus tôt, éviter la révélation explosive. Mais ensuite, je me souviens du dîner de samedi. Contente-toi de tes petits projets annexes. Les vraies affaires te dépassent. Dis à la personne qui possédait 51% de son entreprise, qui l'avait sauvé de la faillite, qui avait fourni chaque idée stratégique majeure ayant conduit à son succès. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire est d'arrêter de protéger les gens de la réalité de leur propre dépendance. Je n'ai pas détruit l'entreprise de mon frère, j'ai révélé les fondations sur lesquelles elle était bâtie et des fondations sur lesquelles il se tenait depuis 8 ans sans prendre la peine de baisser les yeux pour voir qui les soutenait. Maintenant il sait. Maintenant tout le monde sait. Et j'ai fini d'être invisible tout en étant indispensable. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement d'arrêter de cacher son pouvoir et de laisser les gens faire face à la réalité qu'ils auraient dû voir depuis le début.